À la une, l'unité de production d'eau potable de Des-Hauteurs à Sainte-Anne est en marche. Elle a été inaugurée ce matin dans le cadre du plan de secours en eau potable conduit par le conseil départemental. Sa capacité de traitement et son exploitation ont été améliorées. Le mouvement de grève à la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre s'essouffle. L'accès a été débloqué hier par les gendarmes sous ordre du président Jocelyn Sapotille. Une réunion est prévue mardi entre les syndicats et la direction pour tenter de trouver une issue favorable. Enfin, début difficile sur le stand de la Guadeloupe au Salon de l'Agriculture. Des exposants guadeloupéens attendaient encore toutes leurs marchandises. Résultat, des étals quasi vides pour ces derniers. Le point dans ce journal. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. Elle a été inaugurée ce matin. L'unité de production d'eau potable de Des-Hauteurs à Sainte-Anne est en marche. Il y a un an, des travaux de confortement ont été engagés pour améliorer sa capacité de traitement et son exploitation. Une opération conduite par le conseil départemental et la région dans le cadre du plan de secours en eau potable. Reportage Karen Diama. Mise en service en 1990, l'usine de Des-Hauteurs s'est offerte une nouvelle jeunesse pour la maudite somme de 3 146 500 €. C'était une usine qui était vieillissante, qui connaissait beaucoup de problèmes de fonctionnement, qui produisait 18 000 m3 par jour il y a quelques mois. Donc les travaux ont consisté à remettre à niveau cette usine, changer tous les équipements, on n'a gardé que les murs, de l'automatiser, de la sécuriser et d'améliorer à la fois la qualité de l'eau et améliorer aussi la capacité de traitement. Avec une capacité de production de 1000 m3 par heure, l'usine de Des-Hauteurs devrait permettre d'alimenter des milliers de foyers en eau potable. Aujourd'hui, l'usine suffit à alimenter les communes de Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade et une partie du Gosier. On a une usine dont la capacité est passée à plus de 24 000 m3 par jour, donc 1000 m3 par heure. Donc on a augmenté la capacité de 30% et on a amélioré aussi la qualité de l'eau. Dès sa mise en service en décembre dernier, elle a permis de supprimer les tours d'eau et d'améliorer la distribution en eau potable sur l'ensemble du territoire. Elle a aussi un effet sur les communes qui sont en amont. Le fait d'alimenter, d'améliorer la pression et les quantités d'eau qui sont mises en distribution en bout de réseau permet aussi d'améliorer la pression sur Capesterre-Bello par exemple. Donc il y a un effet qui est sur l'ensemble du territoire. C'est une situation qui va apporter une amélioration dans certaines zones, mais pas dans toutes les zones. Et donc nous devons continuer de progresser. Là c'est un aspect production, transformation et production. Donc on va vraiment gagner en volume d'eau stocké, en volume d'eau qui va être amené vers des territoires comme Sainte-Anne, comme Saint-François et comme la Désirade. Et donc ça promet moins de rupture en termes de production. Prochaine étape, entamer la phase 2 du plan de secours en eau potable et s'attaquer au renouvellement des réseaux. Je vous le disais en titre, à Sainte-Rose, le mouvement de grève à la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre a tendance à s'essouffler. L'accès a été débloqué hier par les gendarmes à la demande du président Jocelyn Sapotille. Une réunion est prévue mardi entre les syndicats et la direction pour tenter de trouver une issue favorable. Patrick Curie. La grève à la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre a pris une toute autre tournure hier, au moment où la déchetterie de Sainte-Rose était bloquée par les grévistes. La CNBT était débloquée par les gendarmes suite à une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. J'ai un personnel à la CNBT qui veut travailler. Donc j'exige, je dis bien j'exige que ce personnel puisse travailler librement. Je suis allé devant le tribunal administratif, devant le tribunal de grande instance, j'ai gagné. J'ai aujourd'hui un référé du tribunal de grande instance qui ordonne à toute personne qui fait obstruction à la liberté de travail à la CNBT de quitter les lieux. Ils voyaient gendarmes encore une fois, débarrés, ils voyaient gendarmes, etc. Bon, mais ces gendarmes-là, nous ne sommes pas là pour nous faire la guerre gendarme, nous sommes là pour revendiquer droit à nous. Nous sommes là pour expliquer que nous sommes en difficulté et que nous sommes victimes d'exactions à un président qui a donc une attitude de méchanceté et d'humiliation vis-à-vis de nous. Une partie du personnel de la CNBT a été transférée à la commune de Lamentin. Une volonté de laisser pourrir le mouvement, ont dénoncé les grévistes. En revanche, pour le président Jocelyn Sapotille, c'est un devoir de rendre service au public. J'ai délocalisé du personnel parce que je suis un élu du peuple.
Je dois rendre service au peuple et le service public doit fonctionner. On voit bien que, malgré la grève, eh bien, les services de la CNBT fonctionnent pour certains. Ça ne fonctionne pas à 100%, mais ça fonctionne. Il n'est pas gêné du fait que la CNBT, c'est un lieu un peu éloigné et que nous ne gênons personne. D'ailleurs, il a décentré la CNBT, il a placé quelques-uns de nos collègues en mairie du Lamentin et c'est de là qu'il pilote ses affaires, ses opérations. Malgré ce contexte conflictuel, les fils du dialogue ne sont pas rompus. Les deux parties se retrouvent mardi prochain pour tenter de trouver une issue à ce conflit qui s'est installé dans la durée. Et c'était un reportage de Loïs Ignace et Patrick Curie. En Martinique, il était difficile de se faire soigner une dent aujourd'hui. La plupart des cabinets étaient fermés suite à un appel à la grève nationale. Celui-ci a été lancé par le syndicat des chirurgiens dentistes contre le projet de réforme des tarifs soumis par la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Une assemblée générale s'est tenue ce matin à Fort-de-France. Le reportage d'Alizé Lutran et Michelet François. Se faire poser une prothèse, un acte qui pourrait bientôt coûter moins cher, mais à quel prix? Monsieur X est installé sur mon fauteuil. Si je l'installe 1 heure sur mon fauteuil, ça me coûte 150 € dans les frais de fonctionnement. Employer mon personnel, payer mes prothésistes, payer mon matériel, donc tout ce qui est consommable et autres. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, prévoit de plafonner le tarif des prothèses dentaires jusqu'à 200 € en moins que les montants actuels. Objectif, éviter des prix exorbitants qui dissuadaient les patients les plus modestes. Or, ces actes représenteraient 2/3 des revenus des chirurgiens dentistes, un manque à gagner qui ne leur permettrait plus de payer les charges de leur cabinet. Si la loi passe, qu'est-ce qui va se passer? Bon nombre de praticiens vont se déconventionner, donc ne vont plus faire partie de la sécurité sociale. La conséquence directe est que les patients ne seront pas remboursés ni sous les consultations, ni sous les soins de base, ni sous les prothèses. Ce sera leur mutuelle et pour ça, il faudra payer bien plus fort que le prix actuel. Pour cette patiente, le plus important ne doit pas être le prix, mais la qualité des soins prodigués. Il faut qu'on arrête de dérembourser les soins parce que je pense qu'on a besoin de soins de qualité et que tout a un coût, il y a des charges et que les économies peuvent se faire ailleurs. Si on veut renflouer les caisses de la Sécu, je pense qu'il y a d'autres moyens de le faire, mais il faut qu'on arrête cette médecine à deux vitesses où ceux qui ont de l'argent pourront se faire soigner. D'autre part, je suis désolée. Chirurgiens dentistes, prothésistes, assistants, 90% de la filière dentaire a baissé le rideau aujourd'hui. Ces professionnels s'estiment pris au piège par la mesure Touraine, d'autant plus chez nous où l'éloignement engendre déjà des surcoûts. En contrepartie, ils veulent bien augmenter les soins, qui sont quand même les soins les moins bien payés d'Europe. En France, le détartrage est à 31,20 € en Martinique, quand il est à de 50 € en Hongrie ou 90 € en Allemagne. Donc nos soins sont des soins qui sont effectués souvent à perte. On estime qu'il y a un surcoût d'au moins 20% qui n'est compensé qu'à 7% à peu près de majoration. Donc on a un surcoût qui est beaucoup plus important par rapport à la métropole et donc on trouve que c'est anormal et on veut attirer l'attention de la préfecture sur cette situation. Parmi les revendications des praticiens locaux, la suppression de l'octroi de mer sur les prothèses fabriquées localement est actuellement taxée à 1,5%. À l'échelle nationale, les tarifs des plafonds devraient être connus mardi prochain. En attendant, les cabinets dentaires rouvrent dès demain en Martinique. À Paris, les producteurs de bananes ne comptent pas se laisser faire. 2 jours après la décision de justice qui lui interdit d'utiliser le mot bio dans sa communication, l'UGPBan a bien retiré les références bio, mais souhaite poursuivre le combat contre ce qu'il considère comme une injustice. Pour eux, les bananes dites bio provenant de la République dominicaine ou du Pérou ne sont pas aux normes européennes. Le fait d'avoir perdu en tout cas la première manche en justice contre les importeurs de ces produits ne les décourage pas, bien au contraire. On écoute le président de l'Union des producteurs, Éric Delucy. Il est interrogé par Éric Dupuis. Notre opération fait le buzz partout. Il y a ceux qui sont contre. Il y a ceux qui nous mettent aux tribunaux. Ce sont les importateurs. Ce sont les importateurs, ce n'est pas les producteurs. Mais nous recevons énormément de messages de sympathie et même de solidarité de la part de vrais producteurs, de vrais agriculteurs français et au-delà même européens qui nous disent bravo, beau combat et nous allons venir vous rejoindre dans ce combat-là. Rendez-vous dans quelques semaines. C'est le combat de producteurs européens que nous sommes, qui sont des producteurs loyaux, en conformité avec la réglementation européenne, transparents vis-à-vis du consommateur
et qui considérons que cette banane qu'on nous met dans les pattes, avec une soi-disant labellisation bio, c'est de la distorsion de concurrence. C'est de la distorsion de concurrence et c'est du mensonge aux consommateurs. Et donc ça veut dire que vous allez continuer votre combat à Bruxelles après le salon? Nous allons continuer notre combat à Bruxelles et partout, et y compris auprès du gouvernement français, et y compris auprès de tous les gouvernements européens. On poursuit avec ces 3 exposants guadeloupéens du Salon de l'Agriculture qui peuvent enfin vendre leurs produits à la porte de Versailles à Paris. La plus grande ferme de France a ouvert ses portes samedi dernier. Pourtant, ces artisans n'ont reçu leurs marchandises que mercredi. C'est le transitaire qui n'aurait pas acheminé le stock en temps et en heure. Un vrai manque à gagner pour eux. Reportage d'Éric Dupuis. Ça y est, elle peut enfin travailler. Venue de Goyave pour écouler son habituel stock de 500 bouteilles de punch, Laude Milla sait déjà que cette année, ce ne sera pas possible. On n'a pas été livré, la marchandise n'est pas arrivée vendredi, la veille du salon. Donc on a été livré mercredi, soit 5 jours après l'ouverture du salon. Donc on a dû faire avec vraiment un stock qu'on avait ici, très peu de produits. 2 produits, donc tamarin, melon, et on n'a pas pu satisfaire nos clients. Si certains clients sont revenus exprès pour s'approvisionner en punch, ce n'est pas le cas de la boutique d'à côté qui n'a pu présenter son café et ses liqueurs que mercredi. Mais depuis, le stand reste désert. C'est vrai que c'est pas l'affluence depuis quoi. Donc le week-end dernier, on a eu du beau monde, malheureusement on n'avait pas de marchandises. Et là, depuis l'arrivée des marchandises, donc il n'y a pas foule quoi, il n'y a pas affluence. Donc nous espérons que d'ici le week-end ça ira mieux. La Chambre d'agriculture n'est pas mise en cause directement par cette situation pénalisante, mais c'est elle qui a mandaté le transitaire incriminé. Un dédommagement est déjà envisagé. Nous allons trouver en tout cas des compromis pour que cet incident soit oublié rapidement. S'il faut, ils ont perdu de l'argent, ce qui n'est pas non plus l'objectif, qu'ils perdent de l'argent, qu'ils n'en gagnent pas des milliers, c'est pas ça l'objectif, mais qu'ils n'en perdent pas aussi. Ça c'est vrai que nous ne sommes pas pour que les gens perdent leur argent. Avec donc les partenaires, la région et nous-mêmes, nous allons voir qu'est-ce qui est possible de faire. La Chambre pourrait se tourner vers la justice pour obtenir des dommages et intérêts. Sur 16 exposants guadeloupéens, 3 ont été lésés. C'est la première fois qu'une telle situation se produit. Emmanuel Macron a présenté hier les grandes lignes de son programme pour la présidentielle. Le leader du mouvement En Marche en a profité pour décrire ses ambitions pour les Outre-mer. Billets d'avion moins chers, lutte contre le chômage, plus d'emplois. Les principales mesures préconisées par Emmanuel Macron, résumées par nos confrères d'ATV Guyane. Présenté hier, le programme en faveur de l'outre-mer du candidat Macron s'articule autour de 6 axes. Tout d'abord, l'objectif numéro 1, reconstruire une politique de continuité territoriale. Pour le candidat, les ultramarins doivent sortir de leur isolement géographique pour voyager vers l'Hexagone, mais aussi dans leur environnement régional. Il estime que les billets d'avion restent encore trop chers. La moitié de la population n'a que rarement accès au voyage. Emmanuel Macron propose donc de mettre en place une politique de mobilité plus juste, avec 200 000 billets aidés chaque année pour des déplacements vers la France ou dans les régions. Il n'indique pas qui et comment la population pourra bénéficier de ces billets. L'objectif numéro 2 est de soutenir l'activité et l'emploi. Emmanuel Macron promet une prise en compte des spécificités des Outre-mer dans les politiques publiques. Le candidat entend négocier avec l'Union européenne afin que certaines normes prennent mieux en compte ces spécificités, notamment en matière d'agriculture et de pêche. Sur 5 ans, 1 milliard d'euros sera consacré au financement des investissements collectifs pour rattraper les retards que connaissent les Outre-mer. S'adressant au chef d'entreprise, Emmanuel Macron annonce la suppression de la caisse qui gère le régime social des indépendants, le RSI, et le renforcement de l'activité de BPI France. Autre objectif, s'appuyer sur la jeunesse. Macron évoque la création d'un Erasmus caribéen afin de redonner une liberté de choix aux jeunes, d'étudier ou de travailler dans l'Hexagone ou dans un pays de leur environnement régional. L'objectif numéro 4 est d'assurer la mission régalienne de l'État. L'insécurité est l'une des premières préoccupations de la population, rappelle le candidat à la présidentielle, mais aussi un frein à l'attractivité des territoires. Il estime que les services de sécurité et de justice manquent de moyens matériels et humains. Il souhaite favoriser le recrutement local de gendarmes à travers des écoles de formation implantées en Martinique, Guadeloupe et à La Réunion. Il faut aussi combattre la vie chère. Pour Emmanuel Macron, malgré de nombreuses mesures, les écarts de prix des produits alimentaires entre Outre-mer et Hexagone avoisinent les 40%. Il envisage de demander à l'autorité de la concurrence d'évaluer l'efficacité des mesures prises pour réduire ces écarts. Le candidat veut partir en guerre contre les prix trop hauts et les marges indues.
Le dernier objectif est de donner davantage de pouvoir aux collectivités. Emmanuel Macron préconise des réponses favorables aux demandes d'habilitation des collectivités qui en feront la demande. Social et politique. En bref, à Port-au-Prince, en Martinique, René Préval, l'ancien président haïtien, est décédé ce vendredi d'un accident cardiovasculaire à l'âge de 74 ans. Il aura été une personnalité politique incontournable de ces 30 dernières années en Haïti. Et restez avec nous sur ATV Guadeloupe dans un instant. Chanzy Blues, le court-métrage réalisé par Mallory Eloi, une jeune cinéaste en herbe, est notre invitée ce soir. Et n'oubliez pas le premier salon du bien-être à Gaubert qui a ouvert ses portes ce matin au public. Il l'a annoncé hier matin, Emmanuel Macron, candidat aux élections présidentielles, veut interdire l'usage du téléphone portable à l'école primaire et au collège. Êtes-vous d'accord avec lui? Patrick Curie vous a posé la question, on regarde. Je pense que ce ne serait pas une mauvaise chose, parce que il paraît que c'est pas très bon à cause des ondes, et en plus ça les distrairait peut-être un petit peu moins. Je pense que c'est une bonne chose, surtout au niveau des lycées aussi, parce qu'au niveau des lycées il y a toujours des vols entre amis. Les enfants fassent n'importe quelle chose avec le portable. Alors là, il vaut mieux pas. Il vaut mieux que ça reste à la maison, le portable. Une bonne chose, autrefois il n'y avait pas tout ça, hein. Et puis ça se passait aussi bien. Hein. S'il y a un enfant qui est en difficulté à l'école, il avise l'enseignant, les enseignants et le proviseur. Hein. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je pense que c'est une connerie de faire ça. On ne peut pas faire ça. Au primaire, oui, mais au collège, non. Maintenant, quand on a un enfant, on a besoin de le joindre de manière. L'enfant a besoin de nous joindre et nous, on a besoin de le joindre parfois. S'il n'a pas cours, des trucs comme ça, c'est assez utile. Mais au primaire, ouais, c'est trop précoce. Mais au collège, quand même, ouais. Bon, après, c'est son bonne idée parce que ces petits-là, ils ne pas suivre le cours à Mouna. Donc, c'est son bonne idée. Pour moi, ces petits-là qui sont plus concentrés à ces cours-là. Je pense plutôt qu'il faut bien analyser la situation avant, parce que surtout surveiller les applications. Parce qu'il y a des enfants, je pense, qui en ont besoin quand même pour joindre les parents en cas d'urgence. Mais c'est surtout les applications et les réseaux sociaux à surveiller. Non, ça pas réglé. Il n'est pas normal pour l'école. Parce qu'il y a trop de violence. Surtout violence, ça pas bon, ça pas bon. Aïe, 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 aïe. Un gars qui vous plaît, qui est là, pour un portable, un petit bit à 5 centimes. Non, c'est pas normal. Elle est une jeune cinéaste en herbe, à 23 ans. Mallory Eloi est la réalisatrice du court-métrage Chanzy Blues. Il a été diffusé samedi dernier au Memorial Act. Mallory nous a rejoint sur ce plateau. Mallory Eloi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à réaliser ce court-métrage sur Chanzy, ce quartier pointois? Alors, c'est pas un court-métrage sur Chanzy. C'est à Chanzy, je ne traite pas de tout le quartier. En fait, quand j'étais plus jeune, j'allais rendre visite à une amie de la famille là-bas. Et puis, j'y étais pas retournée depuis. Ça fait 6 ans que j'ai quitté la Guadeloupe. Et par nostalgie, comme elle vit plus là-bas, elle a déménagé dans les nouveaux appartements en face. Je sais pas, j'y passais et puis je me suis dit bon, je vais voir comment c'est. Et puis j'ai été tout de suite frappée par l'état dans lequel l'état de vétusté. Voilà, c'est ça. Et puis la première question qu'on se pose, c'est en fait, on laisse des personnes vivre là-bas, quoi. Alors justement, on regarde un court extrait de votre court-métrage ensemble.
Alors évidemment, il s'agissait d'un court extrait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment la thématique? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans votre court-métrage? C'est un parti pris, il n'y a pas beaucoup de paroles, ni de dialogue. Et la scène du début, donc ça commence par des archives qui montrent comment on vantait justement cette rénovation, première rénovation urbaine, comment les villes des Outre-mer s'agrandissent, voilà, les nouveaux grands ensembles, les bars, on va sortir les gens de la misère et puis on va apporter la modernisation. Alors justement, on impose un modèle, voilà. Alors justement, en écrivant votre synopsis, vous citez Patrick Chamoiseau avec cet extrait de Texaco. Je cite: l'urbanisme occidental voit dans Texaco une tumeur à l'ordre urbain, incohérente, insalubre. C'est un problème, mais raser, c'est renvoyer le problème ailleurs, ou pire, ne pas l'envisager. C'est ce que vous dénoncez dans Chanzy Blues, cette rénovation urbaine répétitive, sans réel résultat au final. C'est ce qui est sous-jacent. C'est-à-dire que le film, il parle avec les images qui sont fortes, mais je n'interviens pas. Les personnages même, ils ne parlent pas. Et c'est les images qui nous montrent comment ce changement, cette rénovation urbaine a impacté sur les êtres. Comment les êtres qui sont à Chanzy et qui sont dans les quartiers similaires de Pointe-à-Pitre vivent dans une profonde solitude en fait. Et donc, oui, on nie cette organisation sociale qu'il y avait avant. Donc, le LACOU, c'est ça, on pouvait laisser ses enfants aux autres parents, voilà, c'était une vie de famille, une vie de communauté qui s'organisait. Et tout ça a été brisé avec ces modèles occidentaux d'organisation de l'espace et de l'architecture. Alors justement, parlons un peu des personnages que vous avez choisis pour vraiment retranscrire la réalité. C'est ce que vous avez voulu faire. La réalité, c'est mon point de vue. Votre point de vue, évidemment, mais voilà. le choix des personnages, en tout cas. Donc, Charles Échille, qu'on vient de voir, donc, on ne sait pas grand-chose sur lui, mais en fait, c'était un révolutionnaire. Il a été à Cuba. Il a beaucoup fait aussi à Pointe-à-Pitre. Il est à l'origine de projets d'installation de parcs, des clubs de sport, etc. Il a fait énormément de choses. Et on sent qu'il a eu une vie, sans le dire, à travers comment je l'ai filmé. On peut sentir ça. Et je l'ai rencontré, je voulais pas nécessairement l'inclure dans le film. Et on discutait, et puis un jour, je l'ai filmé. Et Priscilla, c'est une jeune femme qui vit aussi à Chanzy. Et donc, à Chanzy, il y a beaucoup de squatteurs. Et donc, elle fait partie de ces personnes qui vivent dans des squats à Chanzy. Et donc, elle vit là-bas, elle travaille sur le marché. Elle m'a beaucoup touchée, son histoire. Alors, c'est votre premier court-métrage. Est-ce que cela vous donne envie d'aller plus loin? Quels sont vos projets? Continuer à faire des films, ici, ailleurs. Et je suis aussi scénographe d'exposition, donc j'organise des expositions. Et oui, c'est faire des films. Parler de notre réalité à travers mon regard, bien sûr. D'accord, merci Mallory Eloi d'être venue sur ce plateau pour nous parler en tout cas de votre court-métrage Chanzy Blues. Chez nous, en ce moment, vous le savez peut-être, se tient, restez avec nous sur le plateau, chez nous en ce moment se tient le premier salon bien-être à Gourbert. Celui-ci, en tout cas, a débuté aujourd'hui et certains l'ont pu découvrir et tester différentes thérapies autour de la médecine chinoise ou de la relaxation. Certains appareils de massage ont même été testés. Loïs Ignace et Patrick Curie y étaient. On regarde le reportage. On regarde. Démarrage en demi-teinte pour cette première édition du Salon Bien-être de la Basse-Terre. Celles qui sont venues avaient à leur disposition toute une série d'appareils pour la relaxation. Elles n'ont pas hésité à en profiter. Je suis en train de tester en ce moment l'appareil qui s'appelle un siège confort avec massage. Ça me masse, surtout ce matin. Je me suis réveillée comme une vieille dame, un pied en avant, un autre pied en arrière.
Et puis, mais là, ça va. Voilà, je ressens des petites vibrations. En fait, ça fait des massages, hein, et je sens des vibrations au niveau de la jambe. C'est un petit allié donc pour la fatigue, le stress, des contractions musculaires, etc. La relaxation, les sports, les massages et le soin du corps par les plantes sont aussi à voir. Parmi les produits qui attirent l'attention des visiteurs, la groseille et ses vertus nombreuses. J'ai appris des choses, par exemple avec les groseilles. C'est un fruit que j'utilise beaucoup. Je le faisais en jus, je le faisais en sirop et en confiture. Mais là, ce matin, je l'ai découvert en pétillant. Je l'ai découvert aussi le mélange avec du curcuma, du gingembre. Et ça donne vraiment des propriétés vraiment très intéressantes pour le corps. Cette année, la manifestation est placée sous le parrainage du docteur Michel Maignan, spécialiste du neurofeedback, une nouvelle méthode naturelle qui a déjà ses adeptes. Vous avez des gens qui ont pris de l'Exomil, qui ont pris d'autres médicaments pour dormir. Et ils s'aperçoivent aujourd'hui qu'ils sont intoxiqués parce qu'ils ne peuvent plus rester sans ce médicament pour dormir. Et on leur propose une méthode naturelle d'entraînement cérébral qui leur permet de faire des séances de neurofeedback et de pouvoir dormir sans médicaments et de retrouver un régime normal de sommeil. Voilà un petit peu l'esprit dans lequel ce salon est fait. Le salon du bien-être se veut une réponse aux médicaments, sauf lorsque ceux-ci sont la seule possible. Informations pratiques et utiles à votre quotidien. Le FS Guadeloupe vous donne rendez-vous ce samedi 4 mars à la place Tricolore à Sainte-Rose de 8h à 12h30 et lundi 6 mars au Super U de Saint-Jules à Pointe-à-Pitre de 8h30 à 13h. Et n'oubliez pas, si vous avez une information à nous communiquer, n'hésitez pas, ayez le réflexe de nous appeler à la rédaction d'ATV Guadeloupe au 0590 71 11 ou envoyez-nous un email à rédaction@atv.gp. Voilà, c'est la fin de cette édition régionale. Mais dans un instant, question directe présentée par Eddy Planté. Ce soir, il reçoit Marcel Sigiscard, conseiller départemental.